Bonjour, je m'appelle Caroline Naomé et je suis référendaire à la Cour de justice. Le pourvoi a été créé en 1988 en même temps que le tribunal. La Cour souhaitait qu'il y ait une juridiction inférieure à elle qui soit à même de traiter un certain nombre de recours directs, recours qu'elle considérait comme étant prenant beaucoup de temps, étant time consuming. On pense notamment au cartel et à la fonction publique qui, à l'époque, était de la compétence de la Cour. Elle voyait deux avantages à cela. D'une part, elle-même ne plus être surchargée de ces affaires qui prenaient beaucoup de temps, de façon à ce qu'elle puisse se consacrer à des affaires de type constitutionnel. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'arrêt Lévert qui était très important à cette époque, mais également donner une meilleure possibilité aux individus et aux entreprises de défendre leur affaire devant un tribunal qui disposerait de beaucoup plus de temps pour se plonger dans les dossiers et examiner les faits avec beaucoup de détails. Donc c'était en quelque sorte une solution où seraient gagnants à la fois la Cour, mais également les particuliers qui auraient droit à un tribunal disposant de plus de temps et également à un double degré de juridiction. Elle a donc fait une proposition qui a été soumise au Conseil, aux États membres. C'est un groupe ad hoc qui s'occupe des affaires de la Cour de justice, qui s'occupe de ce genre de choses, mais et, bien sûr aux institutions. L'une des premières questions était de savoir quel type de recours ce serait, et notamment quelles seraient les compétences de la Cour une fois qu'on considère que le tribunal s'est trompé. Est-ce que la Cour devrait casser ou renvoyer, un peu comme une cassation française, ou bien est-ce qu'elle pourrait, comme dans une révision allemande, évoquer elle-même le litige et statuer au fond? On a fait quelque chose de plutôt hybride, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a appelé ça en allemand Rechtsmittel, ça c'est M. Jung qui précise. M. Jung a été une personne très importante dans la création de ce recours. Il a été le premier greffier également du tribunal de première instance. Et il disait, on a appelé ça Rechtsmittel pour bien montrer que ce n'est ni cassation, ni révision, et que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Un autre élément de discussion, une grande discussion semble-t-il, c'était la possibilité pour les États membres de former un pourvoi dans une affaire où ils ne sont pas intervenus en première instance. La Cour n'avait pas fait une telle proposition et le Parlement et la Commission n'y étaient guère favorables. La Cour disait aussi, parce que bon, même si on s'avançait vers cette possibilité, elle disait d'accord, mais pas de possibilité d'invoquer de nouveaux moyens. Il faut faire en quelque sorte comme les parties, c'est-à-dire critiquer l'arrêt du tribunal. Et là, il y a eu, semble-t-il, également beaucoup de discussions qui se sont terminées par un compromis, qui était que les États membres donc, avaient le droit de former un pourvoi, mais ils ne pouvaient pas modifier l'objet du litige. Je verrai plus tard quelles sont les conditions de former un tel pourvoi. C'était beaucoup de discussions pour un résultat assez restreint, car tout compte fait, depuis l'histoire du pourvoi, il n'y a eu qu'un seul pourvoi introduit par un État membre qui n'avait pas été présent en première instance, qui est une affaire comme Africa. Une troisième question importante, c'était comment faire la distinction entre le droit et le fait. Et là, tous les auteurs, tous les acteurs, tous ceux qui participaient à la rédaction, ils s'en sont remis à la sagesse de la Cour en disant que c'est la Cour qui établirait cette distinction entre le droit et le fait par sa jurisprudence. Donc il y a eu un certain nombre d'affaires transférées à ce tribunal et il y a eu plusieurs transferts de compétences. Donc les compétences du tribunal se sont accrues petit à petit, puisque au départ le dumping n'était pas transmis, ensuite il a été transmis, etc. Un autre grand transfert de compétences a eu lieu en 2004. C'était un certain nombre
possibilité de contester un certain type de décision. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais en 2004, il y a eu un plus grand nombre d'affaires plus complexes qui ont été transmises au tribunal. Alors au début, la jurisprudence s'est formée petit à petit sur peu d'arrêts. J'ai compté que je crois quand j'ai eu mon premier pourvoi qui était en 1995, je pense qu'il y avait seulement une soixantaine d'arrêts qui étaient déjà rendus. Donc on devait en quelque sorte se faire une idée de ce qu'était un pourvoi sur la base de ces arrêts. Mais la jurisprudence a quand même pris forme, elle s'est affinée petit à petit, et c'est non seulement la technique du pourvoi qui s'est précisée, mais on a découvert que tout compte fait, il y avait des matières nouvelles pour la Cour, car la Cour jusque-là s'était préoccupée de la procédure, mais c'était pas son souci essentiel. Or là, il a fallu contrôler la procédure, la façon dont le tribunal faisait respecter les règles de procédure. Et puis il y avait également une autre matière qui était tout aussi importante, qui était quelles sont réellement les compétences du juge lorsqu'il statue, quels sont ses devoirs, ses obligations, et le contrôle juridictionnel pour savoir est-ce que le tribunal a bien fait ce qu'il devait faire, est-ce qu'il aurait dû faire plus ou est-ce qu'il aurait dû faire moins. Et ça, c'était des questions que la Cour, en quelque sorte, ne s'était jamais posées. Donc, quand on regarde pourvoi, c'est non seulement la technique du pourvoi, mais c'est également ces matières nouvelles que, en quelque sorte, la Cour a développées petit à petit. 2004, un transfert de compétences, de dossiers peut-être un peu plus techniques, et en tout cas, on voit apparaître vers la fin des années 2000 certaines petites difficultés dans la jurisprudence, notamment quant à la qualification des moyens. Est-ce qu'on présente un moyen autonome? Est-ce qu'on présente un moyen en défense? Est-ce que c'est un pourvoi incident? Et là, on s'est rendu compte que tout compte fait, ce n'était pas si simple que cela. Et on s'est demandé en quelque sorte comment faire. La Cour a décidé de faire une refonte de son règlement de procédure. On s'est efforcé d'améliorer, d'être plus explicite sur les conditions de recevabilité, sur la façon de rédiger, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on ait tout résolu. Entre-temps, on a créé le tribunal de la fonction publique, et ça c'est très intéressant. Donc la Cour a perdu une partie de ses compétences de pourvoi, qui étaient les compétences de la fonction publique. C'est allé à un tribunal de la fonction publique en première instance et tribunal de l'Union européenne en pourvoi, la Cour ayant toujours une possibilité de ce qu'on appelle le réexamen, mais je ne vais pas entrer dans cette matière. Et là, il y a eu un développement assez intéressant, surtout parce que il y avait eu, par exemple, des mesures d'instruction, et il y a eu aussi ce qu'on appellerait des clients, c'est-à-dire parfois un certain nombre de fonctionnaires qui font beaucoup de recours et qui ont des moyens très variés. Donc grâce à cela, on a bien développé la jurisprudence en matière de technique du pourvoi ou de pouvoir du juge ou de respect de la procédure. Alors maintenant, nous sommes dans une période de réforme, puisque on a réformé le tribunal de l'Union européenne. On passera de 28 juges à 56, s'il n'y a pas de Brexit entre-temps. Et on a dissous le tribunal de la fonction publique, c'est-à-dire que la Cour va récupérer les pourvois en matière de fonction publique. Alors bien sûr, dès qu'il y a eu ces discussions de réforme, le tribunal a accru beaucoup sa productivité grâce à l'engagement de personnel supplémentaire. Et maintenant qu'il y a plus de juges, bien sûr, ça veut dire encore plus de pourvoi. Donc pour la Cour, le pourvoi devient vraiment une matière extrêmement importante puisque sa proportion dans la charge de travail de la Cour, dans le nombre d'affaires, devient de plus en plus importante.